Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Feugier, qui est architecture d'intérieur à Domessin, en Savoie. Bonjour Marc, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Marc, vous êtes architecte d'intérieur, mais vous êtes également coach en design et en communication, à travers notamment le studio que vous avez créé, qui s'appelle le Mazo Prod, et l'agence Mouvance Design. Vous êtes également formateur dans les métiers de l'ameublement. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous présenter quelles sont ces activités et quel est le point commun qui relie ces différents métiers? Alors bonjour à toutes et tous. Donc voilà, j'ai un cursus assez classique en architecture d'intérieur, où j'ai travaillé quelques années en agence, en hôtellerie notamment, et en concept magasin. Et après, je suis venu sur le secteur de l'ameublement par le biais d'une grande marque de cuisine, par le biais d'un industriel. Et là, j'ai commencé à travailler sur des concepts magasins et arriver petit à petit sur le design des cuisines pour revoir conception de gamme, développement photocatalogue et puis stratégie commerciale de développement de ces gammes-là. Et naturellement, la formation est arrivée de fil en aiguille parce qu'il fallait, à cette époque-là, parce qu'il y a quand même 25 ans maintenant, il fallait arriver à expliquer et faire comprendre ces nouvelles gammes, comment elles étaient conçues et comment on allait les vendre. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la formation. Et puis la vidéo, c'est le hasard. C'était plus une passion personnelle au départ. La photo, pareil. Et pareil, le hasard des rencontres a fait que voilà, je me suis mis à faire pas mal de vidéos pour différents artisans, magasins, indépendants. Mais après, le point commun de tous ces métiers, c'est déjà c'est la création, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une réflexion, peu importe, que ce soit pour faire une vidéo ou pour dessiner une gamme ou dessiner un modèle. Et puis après, je rajouterais qu'il faut aussi aimer l'humain. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que le point commun, ça reste vraiment l'humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui apporter, qu'est-ce qu'on va développer pour lui, que ce soit un client particulier, classique, on va dire, ou un artisan, comment on va l'aider à amener d'autres choses dans son entreprise, à amener des nouveaux produits, à amener une nouvelle démarche. Donc voilà, c'est vraiment l'humain, quoi. C'est les rencontres, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, c'est la création et l'humain, en gros. D'accord, on va pouvoir aller justement voir quelques réalisations audiovisuelles. Vous avez réalisé que vous allez pouvoir nous commenter. Donc là, c'est différents. Je vous ai fait différents rushs pour montrer un peu l'étendue de ce qu'on a fait comme type de vidéo. Donc ça, c'est pour ma chère création. Alexandra, qui est artisan et qui fabrique tout de A à Z au niveau de la cuisine, aussi bien du contemporain ou un peu plus traditionnel comme on peut le voir. Des bureaux aussi, pour montrer un peu l'étendue de ce qu'elle sait faire au niveau aménagement, que ce soit intérieur pour les particuliers ou pour les entreprises. Et je pensais qu'il allait arriver les photos derrière, mais non. Non, l'idée de ça, c'est, encore une fois, sur ces vidéos-là, c'est de montrer le produit fini in situ chez le client, que ce soit un particulier, une entreprise. Et c'est aussi montrer la fabrication du produit dans l'atelier par les différents artisans avec les différents process de fabrication qu'on va retrouver, aussi bien la finition, l'assemblage des meubles, etc., pour montrer le savoir-faire dans sa totalité jusqu'à l'installation chez le client final. D'accord. Alors, on va regarder effectivement maintenant des réalisations de photos.
Donc là, pareil, c'est une rénovation complète d'une maison. Donc là, là, tout est en bois. Pour la partie salle de bain. Donc tout est très sombre sur cette partie-là pour bien faire ressortir les éléments meublants de cette pièce, avec des murs proches du noir, l'encadrement noir, enfin tout est noir, à part bien sûr le meuble. Sur celle-ci, ce qu'ils avaient réalisé, c'est le hall d'entrée de la maison. Et là, c'est un bar qui sert un peu de banque d'accueil. Voilà, c'est une zone de transition dans la maison, avec on aperçoit au sol une découpe dans la dalle pour apercevoir la cave en dessous, au niveau du vitrage. Donc voilà, c'est vraiment faire ressortir. Moi, j'aime bien ces photos parce qu'on a un contraste entre les lignes très pures, très contemporaines de la partie mobilier et ce côté très massif en pierre de la maison qui est restée, voilà, avec tous ces symboles quand on aperçoit le plafond, les murs, les ouvertures. Une très très belle maison, quoi, avec son caractère naturel. Là, c'est la cuisine de la même maison. On retrouve les mêmes touches, en fait, une continuité au niveau de la conception. Au niveau de la façade, donc on retrouve le côté bois sur la partie bâtie, armoire. Toutes les armoires sont encastrées autour d'une arche, pareil, très très sombre, avec ses petites niches de part et d'autre. Et un îlot, au contraire, très pur. Et ce que j'aime bien, moi, dans cette réalisation, c'est le contraste qu'on a sur cette cuisine avec cet îlot qui est très très pur, une sans poignée, où tout vient à fleur. Avec au premier plan, on aperçoit voilà, une chaise beaucoup plus classique et le contraste est vraiment très très intéressant, quoi. Même la touche de luminaire très contemporain vient bien finaliser le projet, je trouve. Celle-ci, je l'ai mise parce qu'elle est intéressante, parce qu'on est sur une cuisine qui est plus classique, mais on voit le savoir-faire de l'artisan, surtout sur ce banc et les deux étagères que vous avez au-dessus du banc. Et c'est là où on voit vraiment le savoir-faire, ce qui ressort du choix d'un artisan aujourd'hui. C'est d'arriver dans des détails comme ça à amener une personnalisation très très forte qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, quoi. Et les étagères, enfin moi je les trouve vraiment très très belles. Comme ça, une forte épaisseur de l'étagère qui vient bien mettre en valeur la déco qui est assez légère qui est dessus. Autre cas de figure, donc là c'est une rénovation complète d'une maison. Pareil, on retrouve cette touche, on le voit dans l'encadrement en pierre au-dessus où il y a la cafetière là, et après tout le reste a été rhabillé de placo pour bien reprendre une touche contemporaine avec des très grands carreaux au sol. Plan de travail très contemporain en Decton et la touche de bois qui est apportée par la cuisine qui fait un parallèle avec les deux poutres qu'on aperçoit au plafond. Et pareil, le projet, je le trouve une fois de plus très cohérent, XXL au niveau de la taille du coin repas. Mais voilà, avec les jambages que vous avez au premier plan qui viennent entourer la cave à vin et le rangement. Et je trouve que voilà, là, on est vraiment dans le savoir-faire et le pourquoi. Voilà, on aperçoit bien là, sur cet angle-là, la taille du plateau pour le coin repas et avec le plan de travail avec la partie cuisson. On sent qu'on va cuisiner avec aisance dans cette pièce. Voilà, il y a un travail, un savoir-faire et moi, c'est ce qui m'intéresse. Que ce soit dans les vidéos ou les photos, c'est faire ressortir le produit, c'est discuter parce que c'est très riche. Encore une fois de plus, le côté humain, mais c'est très riche en échange avec les clients, parce que les clients sont là, parce qu'ils sont fiers de leur projet fini, réalisé, et comme ils en parlent, on pourrait... J'ai toujours voulu les enregistrer, mais c'est un peu compliqué, après, en montage vidéo, ça rend pas grand-chose. Donc j'ai abandonné un peu l'idée, mais
ça serait eux les meilleurs vendeurs, je dirais, pour l'artisan, parce qu'ils en parlent, mais ouais. Ça peut être des super témoignages. D'ailleurs, Eric, la semaine dernière, parlait de la communication et des sites internet, mais ça serait des témoignages à recueillir pour mettre sur les sites internet, quoi, parce que c'est très riche. D'accord. Alors, Eric Jovis, justement, nous pose une question, mais il demande, est-ce toujours une réalisation de mâché création? Alors, j'imagine que ça dépend Oui, des photos que vous nous avez montrées. oui, c'est toute celle d'Alexandra. Ouais. Bon, ouais, voilà. OK, la réponse est là. Très bien. Alors, Marc. Marc, vous travaillez régulièrement avec l'UNAMA et les AEF, et notamment justement sur le sujet dont nous a parlé Eric la semaine dernière, à savoir le projet Artisan Act, qui traite de l'éco-conception. Et donc, je voulais vous poser cette question. Quel est votre rôle dans ce projet collaboratif? Alors, mon rôle au départ sur ce projet-là, mon rôle au prime abord comme ça, c'était d'être le designer du projet avec un groupe d'artisans sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît en fait, et puis je sais pas s'ils suivent les quatre qui sont avec moi, mais ça a plus été une rencontre, encore une fois, où moi je suis pas venu simplement avec le crayon et puis un geste de design, mais je suis venu aussi apprendre avec eux d'autres techniques, parce que l'idée c'est que ça soit quand même éco-conçu. Donc on voulait quand même une réflexion qui soit cohérente sur le projet et que ça soit en éco-conception, que ça leur corresponde aussi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et donc on est tombé d'accord. La première rencontre qu'on a eue tous les cinq, on s'est dit qu'on partirait sur un meuble nomade. Parce que voilà, la population évolue, bouge, déménage un peu plus régulièrement maintenant, par rapport au travail, par rapport voilà, au changement des familles, l'évolution de la famille. Et on voulait ce meuble qui donne le sentiment d'être nomade. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, moi, j'ai travaillé sur un cahier de courant, on va dire, pas de tendance, mais de courant, pour voir un peu comment on pouvait créer un meuble par rapport à ça, quelle était la symbolique. Donc là, on aperçoit le cahier. Oui, vous allez pouvoir effectivement commenter ce cahier. Donc l'idée de ce meuble, c'est ça, c'est qu'il soit modulable, nomade, évolutif, un mot auquel on tient beaucoup, qui soit personnalisable. Donc il est entièrement personnalisable, vous le verrez quand, là on en est qu'au stade de prototype, et pour l'instant tout est à l'arrêt parce qu'on n'a pas pu se revoir, mais vous le verrez quand il sera fini. Il est personnalisable en 3 phases. C'est-à-dire que sa caisse, elle reste toujours identique, mais l'intérieur, elle est entièrement personnalisable suivant les attentes du client. Le meuble s'appelle le colporteur et on le voit sur ces gravures et ces vieilles photos. En fait, on s'est inspiré de ces colporteurs qui passaient de village en village pour amener des produits, des objets du quotidien dans des villages qui étaient assez reculés, que ce soit en Savoie ou sur le plateau ardéchois, dans des coins un peu où il y avait un peu moins de population. Et on est vraiment parti sur cette base-là et ça nous a vraiment inspiré, cette base-là. Ça, c'est différents visuels sur des meubles nomades que j'ai cherché à droite à gauche, voir ce qui avait été fait. Là, on arrive sur des très grandes malles, des choses peut-être un peu plus compliquées. Nous, on est reparti sur quelque chose de quand même un peu plus simple. Mais l'idée, voilà, c'était de phosphorer un peu et puis de voir un peu les inspirations qu'on pouvait avoir par rapport à ce qui existait, ce qui avait été fait. Quelles étaient les symboliques, on va le voir sur un des visuels, quelles étaient les symboliques qu'on voulait nous conserver pour notre meuble, qui fassent rappel à des liens avec ce côté, bien sûr, les matières,
On va travailler sur 2 types de bois et on voulait voir voilà, un peu des solutions d'assemblage, de mise en valeur, ou ramener ce côté un peu graphique comme on le voit sur le visuel de droite. L'idée, c'était ça dans ces planches d'inspiration, c'était d'aller chercher un peu ce qui pouvait nous correspondre, là où on se sentait bien, et ce qui surtout fonctionnait pour les 5. C'est ça, l'idée, elle est vraiment là, quoi. Ça, c'est une malle Vuitton, et ce qu'on a observé, ben voilà, c'était toute la symbolique qui nous intéressait sur ces malles. C'était qu'il y avait un élément graphique qui est récurrent et personnalisable suivant le client. Il y a la poignée, les renforts d'angle. Il y a le nom, où on peut pousser jusqu'à avoir une malle à son nom. Donc voilà, ça, c'était des points qui nous ont vraiment intéressés. Et certains, vous le verrez, on les a réinterprétés, réutilisés pour notre meuble. Ça, c'est des croquis, en fait, pour voir la modularité qu'on pouvait amener. Donc ça, c'est vraiment les croquis de base. On partait sur une idée du paravent, cet élément mobile, etc. Comment on pouvait le rendre mobile et surtout comment on pouvait le rendre stable. Et après, on a évolué sur d'autres choses. On a abandonné cette idée-là, mais c'est toujours des croquis qui sont intéressants à faire et puis à réfléchir parce que ces croquis-là nous servent de base. Enfin, moi, je trouve qu'ils servent vraiment de base d'échange avec les autres dans le groupe. Et c'est comme ça qu'on arrive à où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire un meuble où on est d'accord tous les 5 sur le meuble, sur ses proportions, sur la matière, sur les bois, sur les essences utilisées. Et voilà, ce croquis, il parle beaucoup, même si voilà, c'est pas du tout le meuble. Bah, on le voit, le meuble, là. Donc ça reste le prototype dans l'atelier où on se met en situation au niveau ergonomique, que ce soit assis pour voir la proportion des portes, le système d'ouverture qui était un peu compliqué par rapport aux charnières, qui était un peu spécifique. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et ça, c'est le proto du meuble. À l'échelle 1, c'est pas du tout sa finition, c'est pas du tout son coloris, mais ça donne déjà bien une idée de ce que sera le meuble une fois fini. Très bien. Un beau projet. Et quelles justement vont être les prochaines étapes? Et ben, la prochaine étape, on devait se voir juste au début du confinement. En fait, la prochaine étape, c'est que chacun a travaillé sur une partie du meuble. On le voit, il y a du bois cintré, et, il y aura du bois brûlé, etc. etc. L'autre il y en a un qui devait réfléchir sur l'intérieur du meuble, les aménagements, etc. Et moi, je suis plus dans la réflexion là, où je passe à la seconde phase, c'est-à-dire, une fois que le meuble sera fait, c'est comment on va le commercialiser, ce meuble, qui n'est pas une masse à faire, sur déjà son budget, déterminer son budget, on l'avait à peu près déterminé, mais on n'est pas encore vraiment arrêté, parce qu'on n'a pas calculé le temps réel passé sur ce meuble-là pour l'instant. Donc on n'a pas du tout le coût humain sur le meuble, on connaît que le coût matière. Mais ma grosse question aujourd'hui, c'est quel axe on va prendre pour pouvoir commercialiser ce meuble. Et puis quel axe on va prendre aussi, c'est au niveau communication, comment on va le personnaliser. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce que l'intérieur est tellement personnalisable qu'il faut qu'on mette un cadre à la personnalisation et jusqu'où on ira. D'accord. Mais on continue d'avancer et on se reverra. Ok. Tout ça, quoi. Eric nous pose une question sur ce meuble. Est-ce un meuble à utiliser assis, genre bureau? Les deux. Non, ce meuble-là, il peut être, là, on l'a testé en position bureau. Ça peut être un secrétaire. Ça, c'est une des variantes qu'on a dessinées.
Ça peut être un meuble de rangement bibliothèque. Ça peut être un meuble d'entrée, parce qu'on ne le voit pas sur la photo, mais il y a un bras qui peut être extensible sur l'arrière pour servir de porte-manteau pour vraiment un meuble d'entrée. Ou à l'intérieur, on pourra charger son téléphone, mettre son sac à main, etc., etc. Donc vraiment meuble d'entrée. C'est pour ça il a différents types d'utilisation en fonction des attentes du client. Son ossature reste la même. Donc oui, Eric, ça peut être un bureau. Il y aura une variante bureau qu'on présentera. D'accord. Alors, nous avons quelques premières questions, alors plus sur votre activité. Celle de Laurent. Parmi les nouveaux contacts, quel pourcentage représente ceux issus du bouche à oreille, en fait, via les clients satisfaits? Donc là, plus une question en termes de relations commerciales. Tous. Le pourcentage, c'est 100%. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos métiers, et je me mets avec les artisans, je pense que notre communication, c'est que notre relationnel. C'est que ça. On a bien sûr des supports, Eric en a très bien parlé la semaine dernière, que ce soit les sites internet, eux, ils ont leur showroom. En plus, on a ces supports-là, mais aujourd'hui, moi, si je devais faire un constat, c'est que des rencontres où on saisit l'opportunité au bon moment ou pas, hein, peu importe, il y a certaines opportunités que je n'ai pas choisies et pas saisies, mais c'est que ça. Et c'est que comme ça aujourd'hui que je travaille moi. Bon, après, j'ai la chance voilà, d'avoir constitué avec les années un réseau, en fait. Hein, et ce réseau, il s'entretient sans obligatoirement chercher de l'argent. C'est un peu facile de dire ça, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas obligatoirement se dire ouais, je vais aller plutôt sur tel réseau, par exemple, pour chercher du travail. Aujourd'hui, c'est vraiment des rencontres, des échanges, et encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, c'est que de l'humain. C'est que ça. On peut avoir fait n'importe quoi, c'est que des rencontres. Sur tous les métiers où il y a un savoir-faire. Oui. Et pour moi, les artisans, c'est exactement pareil. Pour en avoir parlé avec le groupe Artisanact, pour en avoir souvent parlé avec eux, comment voilà, ils trouvaient des clients, etc., on est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bouge, qu'on soit curieux sans cesse et qu'on rencontre du monde. Alors eux, on rencontre par biais de salons, de choses comme ça, de gens qui viennent dans leur showroom, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi bouger et aller à la rencontre des autres. D'accord. Alors, nous avons également une question formation. Je souhaiterais savoir quelle école intégrer pour devenir architecte intérieur et quel diplôme vos conseils pour y faire carrière. Alors, question qui revient souvent, ça. Non, encore une fois, il y a plein de très très bonnes écoles au niveau national, hein, que ça soit. Moi, j'ai fait les arts appliqués à Lyon, après, j'ai fait l'école supérieure de design industriel à Paris. Il y a une école à Nantes qui est très très bien cotée, sur Paris aussi, Bordeaux aussi, Lyon aussi, enfin dans toutes les grosses villes, à Nice aussi, j'en ai vu une. Il y a des très très bonnes écoles, mais encore une fois, c'est pas l'école. C'est pas l'école, c'est les gens que vous allez rencontrer. C'est que ça. C'est moi ce qui m'a mis un pied dans ce métier-là, c'est un stage que j'ai fait dans une agence à Paris. Et ça a été mon premier job et, à la suite de mes études. Et ce gars-là, enfin, qui était le patron de l'agence, c'était une petite agence, hein, on n'était pas beaucoup, on était 10. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer d'autres gens, d'autres choses, d'autres secteurs d'activité, notamment sur le naval. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça a démarré. Après, je suis venu à la cuisine
pareil, une rencontre dans le secteur de la cuisine, mais qui n'était pas du tout c'était pas du tout une rencontre pour travailler en plus, hein, encore une fois. C'était que des échanges sur le métier et ça, c'était il y a 25 ans. Et aujourd'hui, mais il faut être curieux des réseaux, avoir un peu de culot, c'est-à-dire pousser des portes d'agence, rencontrer du monde, vous allez vous faire jeter. Mais, euh, mais des fois, il y a des gens qui prendront du temps et ce temps-là, il sera bénéfique pour vous. Et après, c'est faire une école, voilà, faire une bonne école et après, la curiosité et les rencontres. Très bien. Eric nous demande qu'est-ce qui est particulier au travail de designer avec les artisans? Est-ce différent par rapport à d'autres clients? Rien à voir. Rien à voir, mais absolument rien à voir. Pour avoir quand même pas mal travaillé pour des gros industriels, rien à voir. Pourquoi? C'est que un artisan, quand on travaille avec un industriel, vous avez le bureau marketing, le bureau d'études techniques qui parle avec vous, le chef produit, etc., etc. Donc, multiples personnes. Un artisan, vous êtes seul avec lui ou sur le projet Artisanact, ils sont 4 artisans. Et c'est eux 4. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'eux, ils savent exactement, ils font office de bureau d'études techniques, ils font office de chef produit. Le marketing est un peu moins, et c'est un peu plus moi qui leur apporte ça, mais donc c'est beaucoup plus direct. Et encore une fois, on n'est que dans l'échange. Ça n'a rien à voir. Ça, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. On est vraiment que dans de l'échange. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de concession sur le projet, on avance vraiment ensemble. Il y a moins le côté client et designer qu'on va avoir avec un industriel. Là, c'est vraiment une rencontre. Encore une fois, vous allez dire que je suis lourd avec ça, mais c'est que ça. Avec les artisans, c'est que ça. C'est que de la rencontre. Et c'est plutôt intéressant et enrichissant. Oui, c'est ça. Antoine nous pose également une autre question. Est-ce que vous pensez qu'un ébéniste fraîchement sorti d'école peut créer une clientèle suffisante pour vivre d'un métier similaire à celui que vous avez? Ça a tout coupé. Je vais reposer la question alors. Est-ce que vous pensez qu'un ébéniste fraîchement sorti de l'école peut créer une clientèle suffisante en fait pour vivre de son métier tel que vous en fait? Ouais, mais il faudra faire comme j'ai fait, c'est-à-dire après je suis pas là pour prêcher la bonne parole, hein, mais il va falloir faire de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'il accepte de faire des choses qui sont moins, je dirais, ébénistes, mais plus de la menuiserie classique, où il va moins mettre son savoir-faire en avant. Je ne dénigre pas du tout les menuisiers. Hein. Moi, j'ai vu des réalisations en menuiserie qui sont exceptionnelles, mais des choses où il va faire peut-être plus de séries, des choses comme ça. Et puis après, à côté, petit à petit, bah, il arrivera à grossir que sur son activité ébéniste. Quoi. Moi, j'irais dans ce sens-là. Il faut du temps. Voilà. Ouais, du temps et puis qui n'hésite pas, bon, je suppose qu'il doit déjà en avoir un, mais à avoir un book, quelques maquettes, soigner ses présentations de réalisation par des beaux visuels. Ça, c'est important. Moi, j'ai vu beaucoup de... Voilà, il y a des super meubles. J'en connais un notamment à Lyon qui est comme ça. Il a des super réalisations, mais on ne les voit pas. Elles sont noyées sous énormément de meubles et elles ne sont pas mises en valeur. Et pourtant, c'est un très très bon ébéniste qui a un savoir-faire extraordinaire, mais voilà. Donc, il faut soigner la présentation de ces meubles. Se faire une petite plaquette, ça coûte pas très cher aujourd'hui avec différents outils et pour montrer son savoir-faire. Puis voilà quoi. D'accord. Et rencontrer le monde.
Alors, j'ai 2 autres questions qui concernant votre projet Artisan Act donc de Roland, qui nous dit: j'avais compris qu'il s'agissait d'une malle, et est-ce qu'il se démonte rapidement pour être transporté? Alors, c'est pas une malle. Au départ, c'est l'idée de la malle. Mais c'est pas une malle comme on l'entend. Mais oui, elle se transporte. Elle est faite pour ça. C'est-à-dire que les 2 bois cintrés que vous avez vus sont entièrement démontables et la caisse, elle peut se transporter seule. Mais les bois, eux, restent dans leur taille initiale, comme on l'a vu sur la photo du prototype. D'accord. Alors, Laura nous demande votre meuble sera disponible quand? Donc, déjà des acheteurs. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Oui. On a été un peu stoppé, on devait l'exposer, Eric en dira peut-être plus, mais exposer au mois de mai de mémoire. Bon, là, c'est un peu tout repoussé. Je pense qu'en étant réaliste, ça sera sur la rentrée. La première expo qu'on pourra faire, dans le meilleur des cas, ou sinon, ça sera sur le premier salon en 2021. Quoi. D'accord. Mais moi, je garde dans l'idée qu'il faudra qu'on communique plus tôt, parce que les 3 meubles seront finis. Donc, il faudra qu'on voit, qu'on fasse une réunion là-dessus, mais qu'on communique peut-être avant de les montrer vraiment en réel dans un salon. Très bien. D'autres questions. Alors, on revient sur votre relation avec les artisans. Une question de Joseph. Pour les marchés de demain, les artisans doivent-ils apprendre à travailler, collaborer avec les designers? Non, pas toi, non. Non, encore une fois, je pense que obligatoirement travailler avec des designers, se rencontrer, faire de temps en temps pour faire le point sur eux, où ils en sont sur leur création. Parce que Joseph est très très prolifique pour avoir vu son atelier, il a plein d'idées. Donc peut-être plutôt l'accompagner. Moi je verrais plutôt ça comme un accompagnement. Encore une fois, il y a ce savoir-faire. En plus, Joseph teste énormément de choses, donc il est très très curieux sur des nouveaux outils, etc. Donc son savoir-faire, il l'a, il a déjà des idées, donc il faut l'accompagner peut-être, et après, oui, pourquoi pas dessiner une gamme un peu spécifique, des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Ça va dépendre du besoin de l'artisan, en fait. Parce que tous les artisans qui est établi, ils ont leur savoir-faire. Moi, je l'ai vu sur Artisanac, et justement, avec Joseph, Joseph sait cintrer le bois. Freddy, qui ne connaissait pas cette technique, il a testé dans son coin, il a vu les limites de la technique, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là-dessus que moi, je vais plus trop travailler. On en parlera après sur ce que je vais faire pour l'UNAMA, mais c'est plus dans ce sens-là que je veux travailler, moi. C'est-à-dire, il y en a un qui a un savoir-faire, l'autre, il n'a pas cette technique-là, il a d'autres techniques. Et moi, comment je vais mettre en musique ça pour qu'on arrive derrière à faire un meuble ou à acquérir un nouveau savoir. C'est ça qui m'intéresse. Pour demain, faire d'autres meubles, d'autres types de meubles. Ok. Encore une fois, mon métier, il va plus loin que designer. Parce que je suis un peu touche à tout, et moi j'aime bien qu'on avance et qu'on ait une vraie réflexion dans le temps, et c'est pas faire un meuble pour faire un meuble. Encore une fois, ça n'a pas un grand intérêt. Ok. Alors, pour préciser justement cette collaboration, Eric nous demande quelles sont les modalités de collaboration avec les artisans. Prix de ta prestation, conditions, propriété intellectuelle. Alors, le prix de la prestation, ça va dépendre. Pareil, encore une fois, c'est un peu une réponse, voilà. Non, ça dépend de tellement de facteurs qu'il faut vraiment travailler. C'est-à-dire où va commencer la prestation, où elle va s'arrêter. C'est là
la complexité du projet. Il y a un projet dans les cartons avec Alexandra Machet, par exemple, qui est sur retravailler sur une gamme, mais en même temps, cette gamme-là, ça va être une refonte d'une partie de son showroom. Donc, c'est une prestation qui est très large, qui est très longue, qui va durer dans le temps, etc., etc. C'est différent de dessiner juste un meuble ou dessiner juste une gamme. Ça va dépendre justement de plein de choses. Est-ce que cette prestation, elle va aller aussi loin que faire une vidéo du meuble en question pour qu'il soit et faire les photos, voilà. Donc c'est pour ça je peux pas donner de tarif comme ça. Après, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, ça va faire hurler les autres designers, mais tant pis, je m'en fiche. C'est-à-dire que ce qui est fait dans la prestation, le meuble appartient à l'artisan. Je fonctionne comme ça. Il n'y a pas une question de royalty ou quoi que ce soit. Ok, c'est plus simple. Ouais. Et la création vient de l'artisan, effectivement, à la base. C'est ça. Encore une fois, c'est une coopération. Donc, je trouve que ça serait malvenu dans la démarche d'aller dire, voilà, bah, c'est mon meuble. Non, c'est pas mon meuble. On l'a fait ensemble et basta. Très bien. Alors, la troisième partie de notre interview concerne en fait une mission que vous avez depuis peu auprès de l'UNAMA, puisque vous êtes référent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'UNAMA donc. Donc, quelle est cette mission et quels sont les projets que vous allez mener? Alors, je n'ai pas vraiment démarré parce que ça devait démarrer fin mars. Mais non, la mission, bah, c'est qu'on se développe, qu'on développe l'UNAMA, donc trouver des nouveaux adhérents. Donc ça, voilà, c'est la démarche première. Et puis après, bah, c'est qu'on ait des projets de ce type-là, c'est-à-dire d'amener d'autres artisans à travailler ensemble. Moi, l'idée, c'est de les faire sortir de leur atelier, qu'on se voit, peut-être pour perdre moins de temps vis-à-vis d'eux, des demi-journées, des choses comme ça, mais qui se rencontrent justement peut-être pour découvrir des savoir-faire que d'autres ont et qu'eux ne maîtrisent pas ou n'ont jamais pratiqué. Voilà, peut-être des choses comme ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi peut-être avoir des démarches communes sur peut-être un développement d'un autre meuble, mais hors artisanat, hein. Mais d'un meuble parce que au niveau géolocalisation, ils sont dans la même région, ils travaillent les mêmes bois, etc., mais ils n'ont pas le même type d'équipement. Donc, c'est d'avoir des démarches qui soient complémentaires. Donc voilà, et puis, un point sur lequel j'aimerais bien travailler, parce que c'est un point qui est souvent revenu sur Artisanact, et puis j'en ai parlé tout à l'heure aussi sur le meuble, c'est leur faire un peu des formations sur le commerce. C'est-à-dire, voilà, comment on va travailler commercialisation du meuble ou du produit, peu importe, mais c'est qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire. Il y a des grosses marques qui sont plutôt on va dire, des petits industriels en Italie, que moi j'ai visité, qui sont très très bons là-dedans. C'est des gros artisans, on va dire, au niveau structure, mais qui racontent une histoire, un savoir-faire, et ça aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on le mette en avant sur les artisans, quoi. Donc travailler aussi là-dessus, une espèce de communication, formation, quoi. D'accord. On voit un peu les axes, quoi. Mais surtout les faire rencontrer et qu'on se rencontre tous ensemble, qu'on avance ensemble sur des projets communs ou non, hein, peu importe, mais voilà, qu'on se rencontre et que ça les sorte un peu de leur quotidien, parce que même c'est des petites équipes, donc ils sont souvent quand même assez seuls. Et je trouve que c'est très très riche. Enfin, moi je le vois, l'expérience que j'ai sur Artisanat, ça a été très très riche pour eux, quoi, je pense. D'accord. Alors, je regarde si nous avons de nouvelles questions. N'hésitez pas. On va attendre un
petit peu, quelques minutes pour voir si de nouvelles questions arrivent. Peut-être sur cette mission, le référent UNAMA. Donc, a priori, pas de nouvelles questions. Merci beaucoup pour cette interview. De rien, de rien. Vous pouvez retrouver les réalisations de Marc sur son compte Facebook, Marc Feugier, le Masoprod Mouvance Design. La semaine prochaine, jeudi 7 mai, nous aurons le plaisir d'accueillir Isabelle Clément, qui est tapissier d'ameublement dans le Finistère Sud. Donc, c'est une très belle histoire à découvrir. Je vous invite vraiment à nous rejoindre pour ce live. Nous vous attendons nombreux. Merci beaucoup à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très vite. Merci.